posé sa marque sur vous. Vous avez pactisé avec elle. Prenez garde, car tout marchandage et négociation avec elle vous coûtera bien plus que ce que vous avez engagé. Qui, elle? Anton ne répond pas. Et il s'engage dans cette ruelle, disparaissant à vos yeux. À cause d'un coin de mur. Hein. Je tourne mon visage vers Anton. Qui, elle? Anton s'avance vers Klaus. Te souviens-tu des toges de moine Dans la chapelle? dans la chapelle, oui. Au sous-sol, tu veux dire? Oui. Oui, je m'en souviens. C'est à cet endroit-là la première fois que j'ai failli perdre le contrôle. Oui. Je suis assez étonné par la différence. Il lisait la Bible, mais je sais que Les gens qui prêtent allégeance à ce dogme ne portent pas l'Église dans leur cœur. Puisque vous étiez tous au-dessus de lui, hein, et qu'il avait la Bible ouverte, vous pouviez voir que c'était une vieille Bible, mais pas griffonnée, pas modifiée. Le culte de Michael n'est pas catholique, il me semble. Pas chrétien, plutôt. Oui, il est plutôt païen. Il ne corrobore en rien la Bible. Et de toute façon, durant un moment, il a désigné l'Église comme étant les puissants qui oppressaient ou le peuple en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, Michael a l'air de tenir entre ses mains pas mal de croyants. Oui. Son influence est grande. Et je pensais qu'elle se limitait à la forêt ou au village alentour, mais si elle parvient à se propager et que cette influence ne disparaît pas en s'éloignant de la source. C'est-à-dire qu'elle ne dépasse le monde magique, qu'elle a un corps, que les gens embrassent volontairement ce dogme. Est-ce que tu as toutes les informations que nous devions venir chercher? Oui, c'est bon. Il se fait quelle heure du coup là? Ah, vous êtes vous n'êtes pas encore arrivé à la fin, à la moitié de la nuit. Hein. Donc on a le temps d'aller au prochain village, enfin à la forteresse centrale qui occupe qui défend la zone en quelque sorte. Cléco? Oui. À partir du moment où le vieil homme a disparu, je vais regarder un petit peu ce qui se passe derrière le voile. Pendant qu'ils sont en train de discuter, tu fermes les yeux, tu les rouvres sur le monde des morts. Qu'entends-je, que vois-je? Des grands-parents, des parents qui montent la garde, presque devant chaque foyer. Tu vois toute personne robuste, bûcheron, menuisier, toute personne robuste qui monte la garde. Ils vous regardent tous. Ils sont pas menaçants. Mais ils sont tous là, bien présents. Et en haut de la chapelle, au niveau du clocher, tu peux distinguer
un fantôme particulièrement sombre qui te toise. Je me tourne dans sa direction pour le regarder. Visiblement, ce fantôme incline la tête. Ça a l'air d'être un homme ou une femme. Un vêtement très ample qui virevolte dans du vent inexistant. Elle semble dominer la situation sans écraser. Mais elle décroche le regard vers toi et regarde aux alentours. Elle semble veiller. Je m'approche d'elle. Elle est en haut d'un clocher. Ouais, enfin, je m'approche de l'église du coup. Ouais. Et d'une voix audible, je fais « Qui es-tu » Elle se rapproche, lévitant dans l'air. Elle plonge son regard vide dans le tien. Regarde derrière toi. Ma bien-aimée. Elle lui pose une main sur la tête. Ta bien-aimée redresse la tête. Et elles se prennent la main. J'observe. Apparemment, c'est aussi une femme. Elle lui fait un baise-main. Elles se prennent dans leurs bras, dans les bras l'une de l'autre. J'observe. Tu sens que ta sœur prend plus de consistance. Elle est moins translucide. Et le fantôme disparaît et ta sœur reste là, un peu plus revigorée. J'observe les autres. Les autres fantômes sont en train de lever leurs doigts vers vous. Je les regarde. Et elle te dit: ils veulent que tu partes. Je me tourne donc vers ma bien-aimée. Je lui fais « Et toi, tu comptes rester ici ?» Elle te prend le bras pour toute réponse. Je coupe la discussion entre Anton et Klaus. Il est temps de partir. Anton, on avait fait fini, je pense. Donc on y va du coup. Vous reprenez la route. Donc vous sortez du village de Pastir. Vous traversez, vous vous engagez sur un pont qui enjambe le fleuve. Donc sur la route, vous pouvez voir que la forteresse de Pevnost est une grande forteresse perchée en haut d'une grande colline rocheuse. J'imagine qu'Anton revêt l'apparence que tu avais en étant mortel. Tout à fait, celle du baron Anton Horak. Donc vous longez les parois de cette colline rocheuse et sur un chemin un peu sinueux, vous commencez à gravir donc cette petite route qui vous mène donc au pied des remparts qui sont illuminés de torchères et à l'avenue du chariot et J'ouvre la voie. Enfin, Et- un petit peu devant sur le côté du chariot, quoi. et vu les couleurs que tu arbores, Klaus, les grandes portes s'ouvrent et la herse se lève. Salut. 5 ou 6 hommes d'armes sur le pied de guerre. Nerveux. Je note tout ça dans un coin de la tête. Des cernes sous les yeux. 5 ou 6 hommes d'armes sur le pied de guerre. Pour une forteresse aussi grande, c'est vraiment pas beaucoup. À votre arrivée, bien sûr, il y a une petite cloche qui a tinté. Anton,
vu que toi t'es encore avec moi dans le chariot, je te dis que je ne vais pas parler parce que je prétendrai avoir fait vœu de silence. Très bien, Voilà. pas de souci. Donc un homme 35-40 ans, a l'air dur, chauve, moustache, en armure, mais riche armure, gantelet, grande épée, fatigué, il a des cernes sous les yeux. Sort de l'un des baraquements, se met à tousser, crache, et il va dans votre direction. Et il donne l'ordre de baisser la herse et de refermer les portes. Et il va vers le clos. Ah, vous êtes chevalier Wieselheim. On m'a prévenu de votre visite. Je suis Rodgar, le châtelain. Ah, très bien. On vous a prévenu de mon arrivée, c'est parfait. Tout à fait. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je vous en prie, je peux vous accueillir pour vous restaurer si vous avez encore faim. Non, nous avons déjeuné un peu plus tôt dans la soirée. Merci Bien. à vous. Mettons-nous au chaud. Bien sûr. Je mets pied à terre pour pas lui faire sentir je suis ton supérieur, je te commande, obéis-moi. Donc je mets pied à terre pour être à ses côtés. Il salue Anton. Monseigneur. Bien le bonsoir. Quand il voit descendre la veuve, mes hommages. Je fais juste un signe de tête. Prête pas attention à ton escorte. Enfin, de boule. Oui. Il fait signe à 2-3 gardes pour s'occuper des chevaux. Ils sont très tendus, hein, les gardes. Veuillez nous excuser, hein, nous sommes un peu en manque de tout. Il ouvre les grandes portes du baraquement. Bâtiment en pierre. Grande salle. Grande tablée. Un feu de cheminée. Des escaliers qui montent aux étages. Quelques boucliers et épées croisées sur les murs. Quelques tentures. C'est pas le grand luxe. Le ménage n'est pas parfait non plus, mais... je vous en prie, prenez place. Vous êtes sûr, vous voulez pas un rafraîchissement, du vin, de l'eau? Je m'approche de la cheminée et je me frotte les mains comme si je me réchauffais. Quelles sont les nouvelles de la capitale? Cela fait bien longtemps que je ne suis pas allé à Prague. Prague va bien. Toujours un peu d'agitation, comme d'habitude, mais rien de vraiment changeant. Il prend position sur un des sièges à table et commence à retirer ses gantelets. Il enlève quelques lanières, il enlève un gorgerin. Vous pouvez voir trois crucifix qui sont à son cou. Un certainement en métal, quelconque, un en bois et un argenté. 3. 3. Ça fait... Celui en bois me rappelle quelque chose de spécifique. Il est vraiment taillé par un gros débutant, celui en bois. Okay. Il est vraiment très grossier. Et puisque tu regardes, il dit c'est histoire de me donner du courage. Et mon fils m'avait offert celui-là. Et il montre celui en bois. Il l'a fait lui-même. Il aurait 11 ans aujourd'hui. Bref. Alors, que puis-je faire pour vous? Je l'ai vu
toussé, il a l'air humain, quoi. Oui, d'ailleurs, il est en train de se servir un verre de vin. Et puis si c'était une goule, je pense pas qu'il serait en train de tousser et de cracher. Donc, mais bon, si d'un côté, s'il est au courant de ma venue, la seule personne qui aurait pu le prévenir, c'est le prince. Et si t'es un simple humain, il n'y a pas de raison que tu connaisses le prince. J'avoue, je suis perplexe. Il m'a posé une question en particulier ou pas du coup? Bah oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Parce que je suis bloqué là, j'avoue, je suis vraiment bloqué total quoi. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé exactement le prince? Bah, tout simplement faire un état des lieux, faire un recensement de l'état, des armées, des armes, des défenses possibles, voir s'il est possible de restaurer des choses. Ok, humain, non humain? Il avait pas précisé? Non. Bon alors, faisons ça. Je demande au chancelier quel est l'état de... Châtelain. Pardon. Châtelain. Quel état de l'armée, de la garnison? La forteresse, normalement, pour bien fonctionner, devra avoir un contingent d'une centaine d'hommes. Malheureusement, je n'en ai plus que 10. Que s'est-il passé? Le manque de moyens. Malheureusement, toutes mes demandes auprès du roi sont restées lettres mortes. Et au fur et à mesure que le temps passait, nous avions eu l'impression que nous étions abandonnés, livrés à nous-mêmes. Et vous savez, c'est pas une région très facile ici. On tripote un peu l'un de ses crucifix. Et puis après, il y a eu des déserteurs. Enfin, des déserteurs. Des disparitions? Pour certains d'entre eux, ça ne m'étonnait pas qu'ils prennent la poudre d'escampette et deviennent brigands sur les grands chemins. Mais pour d'autres, ils ont laissé toutes leurs affaires. Un déserteur, ça prend ses affaires. Donc ils se sont plutôt fait, si j'ose dire, enlever ou ont été kidnappés ou quelque chose du genre, vous voulez dire? Il serre un peu plus son crucifix de bois. Vous savez, il y a des rumeurs. Les gens disparaissent. Dès que le soleil se couche. Et il ne fait pas bon rester à l'extérieur. Depuis un an, c'est un peu comme si nous vivions sous l'eau lorsque le soleil se couche et que la nuit se lève. Laissez-moi deviner, la plupart des légendes proviennent du château dans les montagnes, n'est-ce pas? Alors il devient blanc comme un cul. Et il embrasse son crucifix de bois. Châtelain, vous savez d'où je viens, n'est-ce pas? Vous savez où j'ai grandi. Je connais tout autant que vous les légendes qu'on raconte sur ce lieu. Ça porte malheur d'en parler. D'accord. Je ne forcerai pas si vous ne voulez pas en parler plus. J'ai perdu un fils. J'ai encore une femme et une fille. Dans quelles circonstances avez-vous perdu votre fils? Si cela n'est pas indiscret, bien évidemment. Je
Je l'ai laissé après qu'il m'ait demandé à maintes reprises d'aller chercher quelques grenouilles près du fleuve. C'est de ma faute s'il n'est pas revenu. Faisait-il nuit quand il a été chercher ces fameuses grenouilles? Le soir peut-être. Ce soir-là, oui, la nuit est tombée rapidement. Mais sincères condoléances. Je m'approche donc de cet homme et je lui pose une main douce sur son armure en signe de bienveillance. T'adresse un sourire complaisant mais poli qui s'efface quasi instantanément. Comme ma main. Puisque tu es assez proche de lui, tu peux voir qu'il a les yeux embués. Et il se resserre, il boit d'un trait à sa coupe. Donc pour récapituler, nous êtes en sous-effectif, à peu près 1/10 des effectifs que vous devriez avoir. Le roi ne répond pas à vos demandes de ressources et vos hommes disparaissent mystérieusement, ainsi que j'imagine les habitants. Certains habitants disparaissent. Vous pouvez entendre la cloche tinter. La même cloche qui a tinté lorsque vous êtes arrivé. Et le châtelain lève la tête. La porte s'ouvre. Au début brutalement, puis le soldat qui vient d'ouvrir se ravise de la faire claquer. Il passe la tête. Il est pâle comme un ange. Et il redouille quelque chose comme Châtelain, le carrosse est là. Je regarde les deux autres. Châtelain, pardonnez ma curiosité, attendez-vous quelqu'un cette nuit à part nous? Châtelain se lève. Il est encore plus livide. On peut voir la peur sur son visage. Et il a la bouche ouverte, mais il n'y a pas de mots qui sortent. Veuillez m'excuser, mais j'ai une femme et ma fille. Et il se dirige vers l'un des escaliers qui monte. Je balance un juron en italien. Le garde a refermé la porte en repartant? Non, la porte est ouverte. Il est dans l'encadrement de la porte. Et il vous regarde, et regarde la cour, à l'extérieur. Aller-retour comme ça. Je vais vers la porte. Je pose ma main sur Klaus pour le retenir. Et je lui murmure à l'oreille, on nous a vendus. Je lui fais un signe de la tête pour lui faire comprendre que j'avais bien compris cela. Et là, je lui réponds très juste à côté, justement. Tes ghouls, tout ce qui nous appartient sont dans la cour. Le garde n'est plus visible, il a reculé à l'extérieur. De toute façon, je suis seul combattant ici, tes ghouls sont à l'extérieur. S'il y a seulement un carrosse avec 2-3 gardes, nous pouvons peut-être faire quelque chose. Mais s'ils sont plus... Je regarde Anton. Anton s'est approché de la fenêtre et essaye de percevoir ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, tu peux voir dans la cour un carrosse de bonne taille. Grand, finement ouvragé, en bois bardé de métal, de couleur sombre.
un écusson sur le toit du carrosse. Puisque vous êtes en hauteur, tu peux le distinguer. Lequel est-ce? C'est un dragon rouge avec des ailes déployées. Pour reconnaître cette héraldique, vous pouvez utiliser l'intelligence de base. Mhm. Politique, ce sera une difficulté 6. Érudition, ce sera une difficulté 7. Occultisme, ce sera une difficulté 8. C'est au choix. Alors, ce sont les armoiries d'une longue dynastie transylvanienne, les Draculeshti. Merveilleux. Et d'ailleurs, dans les livres d'histoire, il y a eu un domaine offert par un duc de Bohême il y a fort longtemps à un seigneur de guerre transylvanien venu des Carpates il y a fort longtemps, au service rendu. Donc, on est potentiellement sur les terres d'un canide transylvanien. Je poursuis dans la description de ce carrosse qui est tracté par 8 chevaux de très bonne taille, tous noirs comme la nuit. J'en étais sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et le cocher est à la mesure de tout cet attelage. Parfait. Il est gigantesque, avec un grand manteau, des longues mains gantées, des longs bras. Il est tout fin et il a un col qui lui cache la moitié du visage. Et le dessus de sa tête est couvert par un chapeau à large bord. Il est tout de noir vêtu. Et il semble statufié par rapport à ses chevaux qui remuent un peu. Je me tourne vers mes deux compagnons. Je n'ai pas été introduit à l'histoire canite mais il me semble que c'est transylvanien. Mais à part cela, je ne me rappelle pas du reste. Est-ce que l'un de vous deux a une idée? Je te donne les infos que j'ai en ma possession. Pareil. Petit détail, les portières sont ouvertes du carrosse. L'occupant Maintenant... a déjà quitté le carrosse. Où on nous attend? Je m'approche de la porte et j'attends l'arrivée du visiteur. La même. En sortant, vous pouvez distinguer qu'il y a quelques gardes dissimulés à droite à gauche, en train de trembloter, Si on se signant. Si on avait voulu nous tendre un piège pour nous éliminer, on nous aurait suivis et si les gardes nous auraient attendu le jour, ils nous auraient tout simplement exécutés. Les portes de la forteresse sont ouvertes et la herse est levée. Oh. Je demande à je regarde Anton, je fais... Mon cher ami, croyez-vous qu'ils nous attendent ou vont-ils venir à nous? Je prends de court la veuve, je vais vers la porte et je l'ouvre. Et j'attends en haut des marches. Tu peux distinguer le cocher qui tourne la tête vers ta direction et il bouge pas. Ok. Donc j'ai emboîté le pas à Klaus et du coup nous sommes devant le carrosse. Oui, en hauteur, en haut d'une envolée de marche. Ouais. J'attends quelques secondes et si je vois qu'il n'y a pas de mouvement, je me mets à descendre. Oh, je leur passe devant, je descends. Et je rentre dans le carrosse. Le carrosse est confortable, deux banquettes qui se font face, larges.
il y a une sorte de tapis de cuir. J'imagine qu'il n'y a personne dans le carrosse. Absolument personne. Alors, moi, je suis pas encore rentré, hein, par contre. Si je me mets à hauteur de l'entrée du carrosse, et du coup, si la veuve n'est pas encore montée, je lui tends la main pour l'aider à monter. Tu vois que je regarde le cocher. Et Tu remarques que le cocher a sa tête orientée vers toi. Sommes-nous conviés? Il fait oui de la tête. Très lentement. Mes ghouls sont loin ou pas? Elles sont au niveau du chariot. Elles Ok. sont aux aguets. Je m'approche d'elles, je leur fais rentrer. Si je ne suis pas au retour demain, rentrer à Prague. Elles veulent ouvrir la bouche pour parler, mais... Je leur fais un signe de se taire. Du coup, je me retourne et je prends cette fois-ci la main de Klaus pour monter dans le carrosse. Vous rentrez à l'intérieur du carrosse. Celui-ci se met en branle tout de suite, refermant du coup les portières. La suspension est merveilleuse. C'est con à dire, mais vous n'êtes pas secoué comme des pruniers. Pourtant, 8 chevaux, vu la taille de l'engin, c'est une conception très intéressante. Bref, Je regarde Anton droit dans les yeux, autant qu'on peut regarder droit dans les yeux vu la crêpe. Oui. je suis silent. J'ouvre la bouche, je la referme. Je réfléchis. Tu vois que je suis en pleine réflexion. Et je dis, il faudra pas m'en vouloir. C'est tout ce que je dis. Anton, d'un air anodin, semblant vouloir éluder la question, se retourne vers le soupirail. J'imagine qu'il y a un soupirail qui permet de communiquer avec le cocher. tout à fait. Donc tu t'approches donc du soupirail. T'as l'habitude d'avoir, en ayant toi-même eu un carrosse, tu en as un. Hein. Tu vois que celui-ci est vraiment finement ouvragé. Hein. Tu vois même qu'il y a c'est de l'ivoire qu'il y a sur les rebords. Et le tapis en cuir, il est dufteux quoi. Les banquettes aussi sont soyeuses, c'est du duvet presque. Et donc le soupirail, tu l'ouvres. Je toque. En voyant ça, je ne peux m'empêcher de toucher l'ivoire, toucher le cuir et d'admirer la main d'œuvre, le travail d'orfèvre qu'il y a eu sur l'engin. Et je toque pour attirer l'attention du cocher. Donc tu vois sa silhouette dans la petite lucarne, hein, il a tourné légèrement la tête vers toi. Et je lui crie où va-t-on ? Et regarde la route. Moi, sans me tourner forcément la tête vers Anton, l'endroit où nous allons, je pense savoir le château des montagnes. Dites-nous en plus sur ce château des montagnes, Klaus. On l'appelle Ebenova Scala. C'est un peu le château comme les légendes dans les histoires des enfants, le géant de la montagne, les loups géants de la forêt, la sorcière qui mange les petits enfants, le troll. Mais il existe ce château. Bien sûr, c'est un château plus ou moins en ruine situé dans les montagnes. Il n'est pas entretenu. Non, comme l'a dit tout à l'heure le châtelain, il est considéré comme hanté ou... Eh bien, racontez-moi sa légende, je suis curieuse.
C'est ce que je viens de dire. C'est là où naissent toutes les légendes. C'est cela. Oui, non, mais moi, c'est la légende de base qui m'intéresse. Je l'ignore. Comme je vous l'ai dit, il est considéré comme hanté et il est malvenu d'en parler. Moi-même, si je n'étais pas dans la situation actuelle, je n'en parlerai pas plus. Mais maintenant que nous sommes ce que nous sommes, je pense justement savoir d'où viennent toutes ces légendes. Alors, j'aimerais savoir si l'UMJ me permet un test intelligence érudition, je suppose, pour savoir si ce château m'évoque quelque chose, une légende que j'ai pu lire quelque part, sachant que j'ai dévoré quand même pas mal de bouquins et écouté pas mal de choses pendant 1 an à l'abbaye ou au monastère, je sais jamais lequel c'est. Absolument rien qui se réfère Ah ça. à ce château. Et moi, j'en sais pas plus que justement, vu qu'il est malvenu d'en parler, c'est un peu comme dans une célèbre saga où c'est un peu celui-là dont il ne faut pas prononcer le nom, même pas en parler, quoi, en fait. On est bien avancé. J'imagine que, d'après ce que j'ai entendu là maintenant, des disparitions, beaucoup de disparitions apparemment, des légendes, des mythes autour de quelqu'un qui pourrait très bien être un vampire, un Kainite. Ça me semble être des Kainites qui ne respectent pas nos règles. Si c'est bien Surtout le cas, cela expliquerait les guerres de clans entre Tsimisé. C'est possible. Je te pose la question, MJ. Ces légendes qu'on raconte à propos du château, ils existaient bien avant ma naissance, même avant la naissance de mes propres parents. Oui. C'est des trucs qui existent depuis des temps immémoriaux, quoi. Je donne cette information aux autres. Je donne dans le vide juste cette indication. Camélia, s'il se passe quoi que ce soit, tu ne te mets pas en danger, tu pars. Elle répond pas. Et je demande au baron qu'est-ce qui se passerait si un clan de Canites ne respectait pas les règles basiques de vie en société, si j'ose dire. Quelles seraient les répercussions sur ce dernier? Il me semble que c'est le devoir du prince de faire respecter une loi et de punir par la peine de mort ceux qui ne la respectent pas. Très bien. Et là, je rajoute juste, sauf si le prince est trop faible pour ça. Oh, je ne pense pas. Le prince met les pions en place qu'il faut pour y arriver, du moins. Notre présence ici, son armée qui avance, je pense que tout ça a un sens. C'est juste que nous ne le voyons pas encore. Je ne me suis pas intéressé encore vraiment à la politique de Prague. Par contre, de là où je viens, c'est une toute autre histoire. Vous avez traversé différents paysages tout au long de votre discussion. Ce carrosse est rapide. Et justement, ce paysage, il évolue comment au fur et à mesure qu'on s'approche du château en ruine? Vous avez donc vous éloignez de plus en plus de la forteresse de Pevnost. Sur le côté, vous voyez le village agricole de Rni, et vous vous enfoncez dans une forêt d'arbres morts. Sinistre à souhait. J'aime beaucoup le décor. Et en sortant de cette forêt d'arbres morts, vous arrivez dans les ruines d'un village. On pourrait croire que dans des ruines de village, la végétation aurait repris ses droits au pied des montagnes, mais il n'en est rien.
C'est presque un village fantôme. Tiens, parlant de fantômes, Il y a peut-être des copains. c'est ce que je vais regarder. Des granges délabrées, des bâtiments effondrés. Tiens, on croirait que c'était... Ouais. Pourquoi ces piliers de clôture ont un bout pointu? Oh. Sympa. Genre, ils Et font là- genre de 2 mètres et demi, 3 mètres de haut, c'est ça? Et là, il y a un grand dénivelé, enfin, une grande pente. Vous commencez votre ascension dans les montagnes. Assez rapidement, c'est sinueux. Ça tourne à gauche, à droite. MJ, j'ai rien vu dans le village? Non, et quand je suis en train de faire une description, il faut pas me couper. Pardon. Si tu as vu des fantômes qui vous ont regardé passer. Mais ils avaient l'air torturés? Et ils avaient tous la bouche ouverte et ils s'arrachaient la peau du visage. Ok, je transmets ça aux autres. Celui qui se trouve près de la portière de droite peut admirer le ravin qui s'agrandit de plus en plus, les roues du carrosse qui sont à moins de 5 cm du ravin. Ceux qui sont près des portières de gauche peuvent voir les parois rocheuses qui sont très proches également. Et au bout d'un moment, vous arrivez, vous sentez que l'ascension est terminée, vous êtes à plat, en haut de la montagne. Au niveau des nuages, c'est brumeux. Et vous pouvez voir la silhouette donc de ce sinistre château à la macabre réputation qui commence à se dessiner. Une envolée d'oiseaux de nuit, des tours effilées. Ce château bois, le ciel qui est zébré d'éclairs, alors qu'il n'y a pas de tempête. Des éclairs silencieux, des lucarnes illuminées, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Ce n'est pas abandonné. Plus vous vous rapprochez, plus vous avez l'impression que cette place forte grandit de plus en plus. On dirait presque des doigts effilés et griffus qui sortent de terre. Et plus vous vous rapprochez, plus vous êtes pris d'angoisse, de malaise. Le pont-levis est déjà baissé, la herse se lève, le carrosse passe, la herse se baisse d'un coup. Vous êtes à l'intérieur de la cour, le carrosse s'arrête. En face d'une envolée de marches, une grande porte en bois noir bardée de fer, semblant à une bouche prête à vous avaler. Les portières s'ouvrent, beaucoup de vent. Donc, visiblement, vous ne bougez pas. Alors, en fait, je pense que on ne savait pas si t'allais couper, si c'était la fin, si on devait faire quelque chose. En fait, tout le monde, ça. C'était vraiment ça, je pensais que Parce que c'était... t'étais tellement dans ton truc qu'on a fait. Attends, il va se passer un truc avant qu'on descende. Anton, par contre, Anton est très hésitant à descendre. Mais il place un pied sur une des marches, puis le second et met pied à terre. En bois, suivi par Klaus qui, d'un côté, a entendu des
dizaines et des dizaines de légendes sur cet endroit, mais d'un côté est intrigué par la vraie raison de ces légendes. Petit détail pour Klaus, lorsque tu t'es levé de la banquette, c'est étrange, tu avais l'impression d'entendre un soupir de soulagement. Puis tu te retournes et tu vois que la banquette qui a épousé la forme de tes fesses se regonfle très lentement dans un bruit de succion. Ça peut paraître idiot, mais j'ai un odorat un peu plus augmenté que la moyenne. Est-ce qu'en reniflant, je sens l'odeur d'autres êtres, d'autres canites ou quelque chose du genre que nous? En humant l'air Ça sent le gibier. le gibier? Étrange. Commence à sentir le cuir ou le... Mais le gibier, le gibier cru, quoi, qu'on vient de tuer, quoi. Bon, je dis rien, je garde ça pour moi et... Je me dis peut-être pour nourrir les ghouls, parce que ce n'est peut-être pas des canites, certains ont peut-être les ghouls ont quand même besoin de manger par moment. En tout cas, tu descends, tu t'aides du marchepied, tu descends. Oui, je fais tout ça pendant que je marche. Et puis je m'arrête à quelques mètres du chariot. Oh bah je descends aussi. Mais sauf que moi je suis pas plus inquiète que ça. Je suis même... Pardon. Lorsque Anita descend, le carrosse se remet en route, ce qui referme ses portières. Il disparaît dans les brumes de la cour. Donc en face de vous, une envolée d'une dizaine de marches. Je les monte. Je le suis. Pareil. À première vue, de loin, on pourrait croire que c'est des marches en marbre. Mais non. C'est pas des marches en marbre. C'est quoi? Est-ce qu'avec mon expérience, voilà, j'ai grandi quand même, j'ai évolué dans des endroits parfois un peu somptueux. Est-ce que je reconnais, si c'est pas du marbre, c'est du granit? Je retire mon gantelet rapidement et je passe ma main dessus pour le toucher en fait. De la chair. C'est de l'os. Marbré de rouge. D'ailleurs, les marbrures de rouge, ce sont des veines. En fait, on est en train de marcher sur un squelette géant en quelque sorte, quoi. Un squelette décharné géant, quoi. Le château est vivant. Le carrosse est vivant. Ouais. C'était ça, et là je parle pas bassement, mais je le gueule pas à travers la vallée. Cette odeur de gibier que j'ai senti à l'intérieur du carrosse. C'est l'odeur du carrosse, j'imagine. Et je touche les marches. J'essaye d'observer les veines et d'où est-ce qu'elles proviennent, comment ça te rappelle un peu l'ivoire que tu as touché aussi dans le carrosse. Ah, effectivement, ok. Ce n'était pas vraiment de l'ivoire ou c'était l'ivoire du carrosse, enfin, peu importe. J'admire le travail d'orfèvre qui a
qui a été fait, et j'imagine aussi que ce genre de construction par la chair et l'os est une création d'Simicé, à nouveau. Il y a des chances, oui. Est-ce que le travail qui a été réalisé ici, dans le carrosse, la facture qui a été utilisée me rappelle le bas-relief qu'on a pu voir dans la mine? Le bas-relief à côté, c'était de l'amateurisme. Ah ouais, à ce point-là. Ok. Chers amis, je pense que nous sommes attendus. Oui, vous avez raison. Continuons de marcher. Vous ouvrez les portes qui ne sont pas scellées. Et cela ouvre sur une très grande pièce, des pylônes qui s'élèvent jusqu'au plafond, sombre. Vous ne voyez pas le plafond en fait. Des tentures aux armoiries de ce dragon rouge avec des ailes déployées. Un grand tapis rouge qui mène jusqu'à une grande tablée de bois blanc avec une nappe. Un grand feu de cheminée qui crépite. Un lustre un peu étrange, un peu biscornu. On dirait presque des bois de serre entrelacés les uns dans les autres. Des bougies qui sont sur chacune de ces pics. Maintenu tout ça par une grande chaîne. Des escaliers, plein d'escaliers dans cette pièce. Une grande salle circulaire, des escaliers qui montent autour des pylônes, sur les murs, des alcôves un peu partout. Des grandes épées d'apparat qui sont présentées. Des tentures. Et un grand trône qui fait office de grand siège principal au bout de cette grande table. Vous entendez une voix qui résonne, une ombre qui se dessine sur les parois. Ah, mes invités sont arrivés. Des bruits de pas lents. J'espère que vous avez fait bonne route depuis Prague. Est-ce que je reconnais l'accent ou pas du tout? Ou ça me dit absolument rien du tout? C'est slave. Slave? Une grande silhouette, 1m80, large d'épaule, longs cheveux, des vêtements de cuir, brodés d'or. Je fais la révérence. Des traits fins, durs, un air sérieux. Une poitrine à nu, des bijoux. Il est habillé de noir et d'or et de rouge. Il se rapproche. Vous avez l'impression qu'il flotte presque en marchant. Et tout en s'approchant, vous êtes le bienvenu dans mon humble demeure. Je vous en prie, entrez et apportez avec vous un peu de votre joie. Entrez de votre pringlé. J'ai pas compris la fin. J'avance. Il a un fort accent. Ouais. Je pénètre. dans les- Anton, tu poses un pied sur la dalle. Le deuxième pied, tu rentres. Je le suis. Pas de même. Vu qu'on est invité. Il se rapproche.
Il va en direction de Anita. Il se rapproche de plus en plus. Je lui fais une révérence. Il te fait un baise-main sans toucher ton gant. Oh, marqué, Monseigneur est bien trop aimable de m'accorder autant d'importance. Ses yeux plongent dans les tiens alors qu'il se redresse. Il a un petit sourire. Je suis honoré de vous présenter mes hommages, madame. Tout le plaisir est pour moi. Ok. Ah. Et là, il serre son poing et il le met au milieu de sa poitrine en se tournant vers le baron Orac. Et il incline légèrement la tête vers toi. Je lui rends le salut à l'identique. Mes respects, baron Anton Orac. Soyez le bienvenu dans ma demeure. J'entends que vous connaissez mon nom. Seigneur Draculevski, si je ne m'abuse. Je suis le voïvode Vrukodlak Draculesti. Et je suis bien heureux de faire enfin votre connaissance, dit-il en regardant Klaus. Je mets ma main sur le pommeau de mon épée et je lui fais le salut qu'on doit à un seigneur ou à un duc quelconque qu'on croise. Il pose sa main sur ton épaule. Oh, comme vous avez bien grandi depuis le temps, il se retourne, où vous marchiez aux côtés de vos frères. Il prend la direction de la table. Je le suis. Je fais de même. Je parie qu'il y a 3 chaises. Enfin, il y a son trône et. Il y a 30 personnes qui peuvent s'asseoir à table. Enfin, je pense qu'il y a aussi des personnes qui s'installent dessus parfois. je le suis. Et je me mets près d'une chaise sans m'asseoir. J'attends qu'il m'invite. Je vous en prie. Prenez place. Dans un mouvement de cap, il prend place sur son trône au bout de table. Il pose les mains sur la table. Il m'en a fallu du temps pour vous réunir ici. Beaucoup de temps et d'efforts. Mais c'est chose faite. Voulez-vous un petit rafraîchissement? Il attend même pas la réponse. Je réponds simplement avec un grand plaisir. Alors, hors jeu, Anton, je te conseille de le prendre. Parce qu'il paraît que t'es dans un sale état. Oui, mais je vais être encore plus sale après. Du coup, Anton s'approche d'une chaise, recule la chaise et fait un signe de tête pour confirmer la proposition et elle s'installe. Je m'installe de même, mais sans faire de mouvement de cap. J'ai pas envie de paraître ridicule. Moi, Et pareil. des femmes sortent des ombres, des pylômes, des femmes arabisantes, vêtues que de voiles semi-transparents. Non, complètement transparents en fait. Elles sont légèrement voilées au niveau du visage. Elles sont recouvertes de bijoux. Elles portent toutes une coupe qu'elles posent à côté de vous. Et à l'unisson, elles enfoncent leurs ongles dans leurs poignets
Et du sang coule. Elles compressent leurs muscles. Une fois que la couple est à demi pleine, elles prennent un foulard qu'elles enroulent et elles se reculent. Je ne vous accompagne pas, j'ai déjà copieusement dîné. Je vous en prie. Dans mon pays, il est de coutume de respecter à la lettre les bienséances, comment dites-vous, de la réception et des invités. Je vous en prie. Buvez. Oui, je vais le voir, parce que si je le bois pas, il va prendre ça comme une enfance et il va me faire décapiter, donc je lui fais un signe respectueux de tête pour le remercier de ce verre et je bois. Avant de boire, je lève la coupe. Et je dis juste à la bienséance et à la bienveillance de notre hôte. Et je bois. Il incline la tête. Et son regard se porte sur le baron. Le baron ne se fait pas spécialement prier pour boire. Il lève sa coupe également en signe de remerciement et le porte à ses lèvres. Malgré tout, quand il le boit, il essaye de masquer un petit goût désappointé. Ah non, il essaye peut-être de masquer un petit sourire. C'est du sang presque épicé, enivrant. Certains d'entre vous ont peut-être essayé, je ne sais pas, mais il y a de l'opium dedans. Excellent. Dans ce cas, Anton, D'accord, ok, le baron, avant de prendre son temps, il prend des herbes. Non, en fait, visiblement, les calices ont déjà fumé de l'opium avant de s'ouvrir les veines. Donc, vous-même, vous avez bu ce sang avec une petite touche d'opium. C'est enivrant. Ça vous détend. Putain, je vais aller faire les soirées chez le baron. On regagne des points de sang. Vous regagnez un point de sang. Je déguste ce calice de sang et lorsque je le repose sur la table, je m'adresse à notre hôte. Connaissiez-vous mes préférences ? Ah, non point. Je ne savais pas que ce petit goût oriental que vous connaissiez, je ne savais pas. Moi, c'est lors de mes nombreux voyages. J'ai ramené ça d'Orient. J'apprécie énormément. Vous voyez ravi. Je fais un sourire léger de politesse, comme quoi je suis satisfaite, mais au fond de moi, je suis un peu déçu. Ayant fait les croisades, tout ça, est-ce que j'ai eu connaissance de cela ou pas du coup? Ah bah, à toi de me dire si effectivement t'as été un petit chenapan. Non. Peut-être que certains de mes collègues, enfin compagnons d'armes, mais moi non du coup. Ah, donc, cela, c'est sûr que vous viendriez sur mes terres. Et je suis fort aise que vous n'ayez pas eu à subir trop de pertes. Vous voulez parler de la bataille qu'il y a eu il y a... Oh, bataille, je n'appellerais ça pas une bataille, c'était une échauffourée. Mais le ghoul
veillait sur vous. Du moins, du mieux qu'elle le pouvait. C'est vous qui avez envoyé la goule, l'ancienne goule transformée? Je n'ai pas envoyé qu'une seule goule. Parce que l'une, si nous parlons bien de... Là, je fais un signe de tête envers mes amis pour voir si je continue ou pas de voir ma gueule. Moi, je dis rien, tu vois que je suis en train de, avec mon doigt, de récupérer les dernières gouttes de sang pour les lécher. Le souci, la confusion de mon compagnon ici vient du fait que des deux côtés il y avait des goules. Cette escarmouche me semblait être munie de goules des deux côtés. Voilà. Mais Merci, Baron. je vais utiliser l'expression de mon pays. J'ai envoyé des slatchas. Tandis que mes adversaires ont usé d'hommes d'armes, d'armées conventionnelles, si vous préférez. Donc, ouais, ok, c'est bien sa goule qui a... Je comprends mieux. Voyez-vous, les autres congénères et moi-même, nous ne nous entendons pas vraiment. Nous avons pu constater. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Notamment, il fait pousser des griffes sur sa main droite. Et il commence à rayer un peu sa table. Notamment honorer ma parole que j'ai donnée à un vieil ami. Voyez-vous, il y a quelque temps, j'ai eu quelques problèmes de Lupin. Et pour traiter ce problème, j'ai fait appel à un vieil ami. Il m'a porté un renfort dans cette affaire. En retour, je lui avais promis de lui céder l'un de mes villages. Malencontreusement, Wiesenheim a brûlé et mon vieil ami a disparu. Alors, je me sens l'obligé de notre cher croisé ici. Ce vieil ami, c'est mon sire, n'est-ce pas? Oui, Eric. Désolé ma brutalité dans la question, mais vous ignorez donc ce qu'est devenu Eric. Je sais qu'il n'a pas donné signe de vie. Nous ne savons pas où il se trouve. J'aimerais bien le retrouver. Il m'a prêté main forte, il m'a aidé par le passé. Il serait juste que je lui retourne cette faveur. En signe de bonne volonté, Klaus Wiesenheim, je vous lègue présentement sur le champ, bien évidemment, votre propre village, qu'il soit vôtre. Libre à vous de le reconstruire si vous en avez envie. Mais je sais bien que c'est une maigre compensation. Ainsi, je vous offre également le village de Pastières. Vous en ferez certainement bon usage.
Les mots vraiment, c'est très aimable et généreux de votre part, Seigneur. J'avoue être pris au dépourvu par cette annonce, même si j'en suis fort réjoui. J'espère que cela pourra souder notre future amitié. Je lui fais un signe de tête poli. Mais ce n'est pas tout. Je suis également à la recherche de petites informations d'un pays lointain que j'aimerais visiter. Et j'espère fortement avoir votre assistance, baron. Ouais. Si. Ce serait pour moi un honneur. Je serais ravi de continuer ma coopération avec votre sire. J'imagine qu'il le sera également. Fort bien. Il m'a d'ailleurs déjà assuré de votre participation. C'est une bonne chose. Vous semblez déçue, madame. Du tout. Oh. C'est une bien belle ville, là où vous êtes né et avez grandi. On peut dire ça, oui. Les personnes qui m'ont recommandé à vous n'ont pas tari d'éloges sur votre capacité à dialoguer avec l'au-delà. Je ne suis encore qu'à mes débuts. C'est exactement cela qu'il me faut. Quelqu'un qui est prêt à explorer les limites des choses de l'au-delà sans avoir été corrompu par une éducation rétrograde. Vous avez besoin de moi pour explorer sans limite le monde des morts? Tout à fait. J'ai passé des siècles à parcourir les terres, à affronter et diriger des nations. Ce monde est devenu trop étroit pour moi. Eh bien, monseigneur, je tâcherai de trouver une solution pour vous ouvrir un portail vers ce monde. Bien. Bien. Oh, j'oubliais. Votre petite coterie a fait quelques remue-ménages dernièrement. Et il semblerait que vous soyez rendu... comment dites-vous dans votre langue? Important aux yeux du prince de Prague. La cour de sang de cette capitale ne m'intéresse pas, le moins du monde. Par contre,
J'ai bien envie de voir un petit peu comment elle a grandi. Pourriez-vous préparer ma venue? Je regarde les deux hommes. Ce serait avec un énorme plaisir que je m'en chargerai. Oui, c'est pas honte. C'est très bien. Vous m'envoyez infiniment ravi. Très bien. Veuillez me pardonner. Je viens de penser à quelque chose que je dois aller chercher. Je vous en prie, profitez. Cela ne prendra pas très longtemps. Il se lève et prend l'un des nombreux escaliers. Et on profite de quoi? Je m'adresse au baron. Une fois rentré à Prague, il me fera votre aide. J'ignore comment gérer tout un village. Oh, vous savez, il suffit de placer les bonnes personnes aux bons endroits et les C'est choses ma- se gèrent bien souvent par De- elles-mêmes. de- Savoir Ma- délier. C'est ma sœur, la baronne, qui va être surprise à savoir que je possède mon propre, mon propre territoire. Et le prince aussi. Deux Attention villages. qu'il ne Je soit sais. pas jaloux. Je pense qu'il sera content. Mais je dis ça tout bas parce que apparemment les piliers ont des oreilles, on va dire. Donc Littéralement. je dis cela assez bas quand même. D'ailleurs, vous pouvez distinguer aussi qu'il y a quelques meubles sur les murs, notamment un petit secrétaire avec quelques enveloppes, quelques lettres, un rouleau de parchemin sur le côté. Donc il communique avec l'extérieur. Notre hôte est un homme charmant. Surtout s'il me laisse faire mes recherches sans bride. Vous ne semblez pas trop aimer ça, les Bridley, dans votre clan. Dans ma famille, nous détestons être limités. Notre objectif, aller toujours plus loin. Hmm. Et c'est déjà pas mal. Je me rattrape vite. Au bord de la table. Mais la table en elle-même, totalement hors sujet, elle est en bois ou elle est aussi faite en os, tout ça? En os. En bois blanc. En bois blanc, mais en fait c'est de l'os. En fait, tout est fait en ça, le château en lui-même, quoi. Il y a... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, si t'écoutes bien, tu entends son cœur battre. Non, je plaisante. Hein. Les calices sont toujours présentes. Visiblement non. D'accord. Tu penses que si je claque des doigts, ils viennent? Bien sûr, j'oserais pas, ça serait un manque total de respect envers notre hôte. Mais j'avoue, c'est pas l'envie qui m'en manque. En plus, ils étaient plutôt mignons. Mais Alors. sinon, ouais, on peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Les murs des oreilles, donc. Tiens. Par contre, la nuit doit commencer à être bien entamée maintenant, je pense, avec le petit voyage. Je me lève et je vais vers le secrétaire. Donc Anita se lève et va vers le secrétaire. Et je cherche une lettre en particulier. Tu vois du courrier. Mhm. Du courrier dans une langue que tu connais pas. Ça doit être de l'anglais. Raf, flûte. Et le courrier en italien. Ah, intéressant. Communique avec toute l'Europe, quoi. Que dit le courrier en italien? Ça veut strictement rien dire.
Ah, c'est codé. Hein. Euh, Alors que Anita est en train de fouiller le secrétaire, Anton fait semblant de ne rien avoir vu et se tourne vers une fenêtre. tu regardes à travers la fenêtre. Tu vois les. T'as la moitié de ton champ de vision sur la forêt en bas du château. Et l'autre champ de vision, c'est sur un balcon de pierre où tu vois une jeune femme qui est au balcon et qui regarde la forêt. Ses cheveux virevoltent un petit peu. Sur les murs qui semblent être très grands et très présents, est-ce qu'il y a des tableaux, quelque chose qui pourrait me raconter peut-être l'histoire ou quelque chose du genre? Tu regardes les tableaux. Très C'est bien fait. C'est des portraits, des paysages. Essentiellement des portraits. Anita, Mhm. euh, effectivement, il communique avec plein de personnes. Dont Ouais, celle que je cherche. c'est codé. Et, euh, et, tu, euh, et tu vois effectivement, tu reconnais son écriture. Mhm. Tu comprends pas ce qui est écrit, par contre, c'est farfelu, quoi. Prendre la Ouais, souris et je vois. là, c'est du code, quoi. Mhm. Ok, bah une fois que j'ai vu ça, je repose tout et je retourne à ma place. Klaus, L'air un peu agacé. tu te fiches devant un portrait. Le portrait, tu l'as déjà vu. Dans Enfin, dans mon manoir? non, Non. ça te dit. T'as l'impression de connaître la personne. De ma vie actuelle ou de mon ancienne vie? Tu saurais pas dire. Ou peut-être que si. Anita, Mhm. tu vois Klaus qui est en train de regarder un des tableaux. Je vais regarder le tableau de plus près. Je, je suis censé la reconnaître? C'est vrai que c'est avec quelques années de plus. Ma sœur? Si au moins toi tu vieillissais. Je lâche un juron italien. Vous pouvez voir sur la signature sur le tableau. C'est qui? Un illustre inconnu italien, visiblement. Mais une date. La date, c'est 915. 18, un truc comme ça. Ouais, voilà, on est 200 ans, plus de 200 ans après. Et c'est censé me rappeler quelqu'un? Bah moi. Ah ouais, Anita. Anita est sensiblement plus jeune que le tableau, visiblement. Mais on dirait que c'est Anita avec quelques années de plus. Pourquoi il a un tableau de nous deux? Enfin, en fait, je m'adresse au spectre. Pourquoi il a un tableau de toi ou de moi? Mais en plus vieille. Anton, tu peux voir sur le balcon dehors Oui. le voïvode du Côte-Lac qui apparaît sur le balcon, qui s'approche de cette demoiselle. Ils se parlent et ils rentrent tous les deux. Quelques secondes plus tard, vous pouvez entendre des bruits de pas dans les marches d'escalier. Je me redirige vers la porte et j'attends qu'il entre. Moi, je reste devant le tableau. Je sais pas, je suis absorbé autant que la veuve par le tableau. J'arrive quand même à m'en décrocher. Le voïvode du Côte-Lac redescend, là accompagné d'une demoiselle, habillée, très bien habillée, une coiffe, les cheveux ondulés, une belle robe, petit collier. Elle a l'air jeune, 16 ans, tout cassé.
Je la reconnais, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, que tu la reconnais. J'accours pas vers elle, mais je vais vers elle. Elle te voit, se jette dans tes bras. De même. Alors tu étais là tout ce temps. Elle te regarde, elle te sourit. Elle blottit son visage contre le tien. Et Et Elisabetta, c'est son prénom, murmure quelque chose dans un sanglot. Je suis désolé. Je suis désolé. tu n'y es pour rien. Quelque chose qui va pas. Je, par réflexe, peut-être à force de croiser, j'essaie de sentir son cœur battre. J'essaie... Je lui, à travers quelques sanglots également de joie de la retrouver. Tu es comme moi maintenant, n'est-ce pas? Elle sort son visage de ta poitrine, mais tu peux voir des larmes de sang qui coulent.